Yo tout le monde, c'est Antoine vidéo débrief par rapport au match Espagne-Suède qui est au score de 1-0 pour l'Espagne qui donc se qualifie pour la Coupe du Monde. C'était quand même assez chaud, hein, franchement, parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, si jamais la Suède gagnait ce match-là, c'est pas que l'Espagne ne serait pas qualifiée, mais c'est qu'ils devraient donc participer au barrage. Donc ils devraient encore jouer des matchs pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et puis en gros, l'Espagne avait juste à faire soit un match nul, soit de gagner pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et c'était vraiment tendu jusqu'à la fin dans ce match-là. Et heureusement pour l'Espagne, ils sont qualifiés donc pour la Coupe du Monde et n'auront pas de barrage à faire. Maintenant, on va commencer par les compos. Alors, côté Espagne, il y a quelques petites surprises, notamment au milieu de terrain avec Carlos Soler qui a été titularisé. Alors, pour moi, il a été titularisé parce que c'est un milieu de terrain qui peut beaucoup se projeter. Et face à un bloc bas assez resserré comme ça, comme la Suède, on sait très bien qu'il joue comme ça, ah ben, il peut être utile dans cette projection en venant de l'arrière. Et après, il y a aussi Raoul de Thomas qui a été donc titularisé en tant que numéro 9. Et là, c'était une petite surprise. Moi, je pense surtout que c'est parce que Morata, il n'est pas en grande confiance. Et voilà, du côté de la Suède, Zlatan Ibrahimovic n'a pas été titularisé. Et là, ça a été une petite surprise. Mais après, en soi, c'est pas un joueur court normalement. C'est pas un joueur très rapide. Et comme on sait que la Suède joue en contre, c'est pas non plus si choquant que ça. Après, sinon, c'est quand même une équipe qui joue très défensif, surtout face à l'Espagne. C'est une sorte de 4-4-2, voire 4-4. 1-1. Donc voilà, alors par rapport à la première mi-temps, franchement rien de spécial. C'est pas, il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement que l'Espagne joue la possession, donc garde la balle. Et on a une équipe de la Suède qui sont très compactés, un bloc très solide. Et en fait, ce qui est intéressant dans leur bloc, c'est que c'est pas un bloc non plus qui joue très très bas, mais c'est un bloc quand même qui est très compact. Et entre les lignes, il n'y a pas non plus énormément d'espace. Et en fait, le but, clairement, c'est de jouer en contre très rapide avec des Kulusevski, avec Isaac notamment aussi, et avec Forsberg. C'est les trois joueurs qui se projettent énormément et qui apportent beaucoup de danger. Mais mis à part ça, voilà, le but, c'est de simplement pas concéder d'occasion. Et en soi, l'Espagne a du mal à être dangereux. Alors, on a vu qu'en première mi-temps, ça a énormément joué côté gauche avec Jordi Alba, avec Gavi. On parlera de Gavi, hein, de son match, et Dani Olmo. Mais voilà, ils n'arrivent pas non plus à être très dangereux, à créer des occasions franches face au but. Et par contre, Raoul de Thomas, j'aimerais un petit peu en parler parce que franchement, ça a été intéressant. J'ai voulu voir un peu ce qu'il avait donné. Et je trouve quand même que c'est un très bon joueur parce qu'il apporte beaucoup au pressing déjà. Il presse énormément. Franchement, il fait beaucoup d'efforts défensifs. Et après, il apporte beaucoup dans le jeu aussi. On le voit que c'est un joueur sur qui on peut s'appuyer. Un joueur aussi qui peut clairement créer des différences, qui peut surtout combiner quoi. Dans les dribbles, il peut quelquefois dribbler, mais c'est surtout qu'il peut combiner. Et c'est là vraiment il est intéressant parce que du coup, il apporte quand même des solutions. Et on se remet avec une équipe comme l'Espagne, comme Manchester City, des équipes comme ça, ils ont besoin d'un neuf qui participe beaucoup au jeu. Et il a beaucoup fait. Donc voilà. Après, au niveau de sa finition, ça, je sais pas trop, il a quel niveau. Là, on n'a pas trop vu parce qu'il n'a pas vraiment eu d'occasion. Mais voilà. Maintenant, par rapport au reste, on va parler quand même un petit peu de Gavi, parce que Gavi, il nous sort un match, mais stratosphérique. Franchement, Gavi, il est beaucoup trop fort, vraiment. Alors, j'aime beaucoup ce joueur-là, donc c'est un peu compliqué pour moi. Peut-être que j'utilise un petit peu des mots trop forts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un match phénoménal. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On le voit, il touche énormément de ballons. Il est très important dans le jeu. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il joue sur Luis Enrique, il progresse. Avec cette équipe d'Espagne-là, ça le correspond totalement le jeu. Et j'espère que Xavi fera un style de jeu quand même qui va ressembler. Normalement, c'est ce qu'on verra, hein. Mais en tout cas, d'un style de jeu qui correspondra bien à Gavi, parce que ce qu'il fait, c'est fou, quoi. Parce que déjà, on sait très bien que Gavi, il subit très bien la pression. C'est-à-dire que voilà, s'il y a du pressing sur lui, ils sont à deux, tout ce que vous voulez, il va pas commencer à paniquer ou quoi. Après, on sait très bien que ses contre-orientés, ils sont phénoménales, tout simplement. Parce qu'à chaque fois qu'il reçoit la balle dos au jeu, il contrôle, il se retourne et il se met face au jeu en une demi-seconde, ça fait très très vite et ça fait directement mal. Après, on sait très bien qu'il a une bonne vision de jeu aussi. On sait très bien qu'avant qu'il reçoive la balle, il analyse un petit peu le terrain et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui m'a surpris le plus, c'est que vraiment, il a tenté pas mal de passes risquées. Il a tenté vraiment de casser des lignes à chaque fois et de prendre des risques, même quelquefois, de faire des passes entre des joueurs alors que c'est assez serré dans les petits périmètres. Et ça, je le vois pas non plus faire très souvent. Et ça, c'est sa marge de progression. Et on sait très bien que voilà, c'est normal, à 17 ans, il va pas non plus tout faire dès le début, sinon c'est pas normal. Mais voilà. On le voit qu'il a, il l'a fait. Et puis au niveau des dribbles aussi, parce qu'il a beaucoup dribblé, il a beaucoup éliminé de joueurs. Et ça, c'est rare qu'on le voit comme ça, parce que normalement, quand il y a du pressing, il va un petit peu temporiser et faire une petite passe pour casser un petit peu le pressing. Là maintenant, il a cassé le pressing un petit peu à la Iniesta en dribblant clairement les joueurs. Et voilà quoi, ça a été assez monstrueux. Et puis des fois, balle au pied, il faisait des courses verticales. Et ça, je ne le voyais pas trop faire non plus. Donc on a vu que le Snake lui a donné des petites consignes. Il a demandé d'être un peu plus présent dans le jeu parce qu'il était moins dans le contrôle, il était plus, on va dire, clairement avec un rôle très important au milieu de terrain. Et il a très très bien fait, vraiment un très gros match de sa part, et il n'arrête pas de progresser match après match.
C'est complètement fou. Franchement, il est beaucoup, beaucoup trop fort ce joueur-là. On a tellement de chance de l'avoir au Barça. Mais bref, en seconde mi-temps, on a continué un petit peu sur la même physionomie. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en première mi-temps, les 10 dernières minutes de jeu, la Suède jouait quand même beaucoup mieux. Ils étaient quand même beaucoup plus présents. Et en soi, en première mi-temps, les vraies occasions, c'est pour la Suède, hein, parce qu'on le voit très bien que la maîtrise du côté de l'Espagne. Mais après, Forsberg, il a eu trois occasions où il aurait pu mettre un but, hein. Il a eu trois occasions assez franches, alors que l'Espagne n'a pas eu de véritables occasions devant le but. Mais en seconde mi-temps, voilà, on est parti sur le même principe. Après, l'Espagne a mis un peu plus d'énergie, on va dire, en seconde mi-temps et un peu plus d'envie. Même si qu'ils en avaient déjà quand même beaucoup en première mi-temps, mais voilà, ils ont un petit peu plus poussé en début de seconde mi-temps, pardon. Et on a vu que voilà, c'était assez intéressant. Maintenant, le problème, comme je vous le dis, c'est que voilà, ils n'arrivent pas non plus à être très dangereux. On a dû attendre des changements pour voir un peu plus de modifications. Rodrigo et Morata se retraient à la 58e minute de jeu, à la place de Sarabia et Raúl de Thomas. Donc voilà, ça a été intéressant parce que Morata, quand il est rentré, il a été applaudi par le stade. On sait très bien qu'il subit énormément de critiques. Au final, c'est lui qui qualifie son équipe, mais on parlera de ça plus tard. Et voilà, donc à partir de ces changements-là, ça a été assez intéressant. Après, ce qu'il faut dire en seconde mi-temps, c'est que Sarabia a joué côté gauche et Olmo côté droit. Ils ont inversé en gros, parce qu'en premier mi-temps, c'était l'inverse. Et ça a été par rapport au fait que l'Espagne voulait un peu plus centrer, on avait un peu plus de centre. Et il y a eu quelques fois des petits centres dangereux. On a eu aussi un corner où de Thomas a failli marquer. Mais voilà, rien non plus de foufou. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 63e minute de jeu, Zlatan Ibrahimovic qui rentre à la place d'Isaac. Il y a eu pas mal de changements aussi. Forsberg, Kulusevski, ça, j'ai pas trop compris pourquoi ces deux-là sont sortis, mais bon, ils sont sortis tout simplement. Et bref, donc du coup, on a eu une équipe d'Espagne qui gardait la position de ça, mais voilà, quelques occasions de droite à gauche, mais vraiment rien de très dangereux. Et à un moment donné, à la 86e minute de jeu, en fait, à la base, c'est Daniel Olmo qui, on va dire, à au moins 25 mètres des buts. Il tente une grosse frappe parce qu'il a un peu d'espace devant lui sur une contre-attaque et il touche la barre transversale. C'était vraiment une excellente frappe de sa part. Il n'a pas trop eu de réussite. Et puis, il y a Morata qui a suivi et qui calmement la me parce que d'abord il la contrôle et après il lobe un petit peu le gardien. Donc il la met vraiment très très calmement et du coup c'est lui qui qualifie son pays pour la Coupe du Monde. Donc voilà, l'Espagne est désormais qualifiée pour la Coupe du Monde et franchement cette équipe-là, elle m'impressionne quand même, on va pas se le cacher et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la Coupe du Monde parce que beaucoup de gens oublient, j'ai l'impression, mais il y a énormément d'absents, hein. Il y a beaucoup beaucoup d'absents dans cette équipe-là et du coup quand ils seront tous là, imaginez simplement Ansu Fati et Ferran Torres parce que pour moi c'est deux profils qui apporteraient énormément à cette équipe-là parce que forcément ils ont besoin de joueurs un peu plus forts au niveau de la finition, de joueurs qui sont tout simplement plus des buteurs, quoi, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de créateurs dans cette équipe-là, mais il manque des finisseurs. Et Ansu Fati, Ferran Torres, c'est peut-être pas les meilleurs dans ce plan de jeu-là, mais ils apporteraient quand même énormément, surtout Ansu Fati. Après, Ferran Torres aussi, c'est un profil ultra intéressant. Mais voilà, après, il y a d'autres joueurs aussi qui sont absents. Mais en tout cas, cette équipe-là d'Espagne, elle commence vraiment à prendre forme. On voit que le jeu de Luis Enrique commence vraiment, vraiment à prendre et que les joueurs montent en puissance. Il y a aussi Pedri, hein. Imaginez quand Pedri va revenir, le milieu de terrain, Pedri Gavi, si jamais ça se fait. Je sais pas trop s'il va continuer à mettre Coquet et Busquets, mais bon, s'il met Busquets, Pedri Gavi ou bien Rodri, Pedri Gavi, ça va faire très 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 mal. Mais en tout cas, de me contenter sans penser par rapport à cette équipe-là. Et surtout, moi je vous dis peace.